L'idée de ce matin, en tout cas, c'est bien sûr, comme il est indiqué, donc, avec notre docteur et notre fondateur du festival, Marc, de réfléchir ensemble sur le prisme de ces émotions et dans la création et quelles sont les propositions qui sont faites par le cinéma au cinéma. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça rentre et comment on ressent ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tout ça? Donc l'idée, c'est comment définir la création engagée au cinéma? Peut-être on pourra commencer par toi, Marc, sur Mhm. euh, l'idée globale, comment tu as construit ton travail, le festival, à quel endroit une création est indiquée pour ça. Est-ce que donc une œuvre avec une implication et un engagement politique, en tout cas un engagement profond, qui est peut-être de l'ordre de la plus que la proposition divertissante, et pas incompatible non plus avec Surtout ça, pas, au contraire au même, bien contraire, sûr. et voir ensuite avec toi, Riyad, bah, justement, ce qu'il agit à l'intérieur de ça, ce qu'il en reste, Mhm. et, euh, et peut-être pourquoi aussi, hein, pourquoi ça marche. Donc, Ben, je Marc, commence. je t'en prie. Alors, je vais parler, je vais vraiment faire des élites pour que vous ayez une idée un petit peu du chemin que j'ai construit. En 2003, en fait, je me suis intéressé à une campagne des Nations Unies qui a été lancée par Kofi Annan, qui aujourd'hui s'appelle les Objectifs de développement durable. On en parlait tout à l'heure. Mhm. Avec 17 thèmes, 17 sujets. Ça peut être hyper pompeux et hyper ennuyeux. Je vais essayer de vous le ramener sur un autre sens en vous disant, en fait, ça peut être pas mal, c'est plutôt intéressant. À l'époque, il y avait 8 objectifs. Il s'était intéressé, donc Kofi Annan, qui a été le secrétaire général des Nations Unies de 2000 à 2015, il s'était intéressé à l'époque, il s'intéressait uniquement aux pays en voie de développement, aux pays où où les gens étaient en situation de danger, de vie, enfin voilà, où les gens avaient pas accès à l'eau, pas d'éducation, où c'était donc, en gros, on prenait une carte du monde, on tirait un trait. C'était tous les pays en dessous étaient en voie de développement, la plupart étaient en difficulté. Et on ne s'intéressait pas à nous, mais aux autres. Voilà. Mais c'était ça de 2000 à 2015, mais la démarche était intéressante. Il y avait 8 thèmes. J'avais trouvé le sujet intéressant. J'avais invité 8 réalisateurs de renom. Vous les connaissez peut-être pas tous parce que c'est très générationnel, mais en tout cas, c'est des grands réalisateurs pour certains qui ont eu des Palmes d'Or, des Oscars. Voilà, c'est des gens pour qui j'ai énormément de respect, dont j'admirais beaucoup le travail. Donc, j'ai eu la chance de faire un film qui s'appelle 8, parce qu'il y avait 8 sujets. Donc, on a tourné un film effectivement sur 7 ans, parce que c'était compliqué à monter malgré tout. Donc, il y a Jane Campion, Gus Van Sant. Wim Wenders, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaspard Noé, Miraner et Gaël Garcia Bernal. Chacun a pris un des sujets et je leur avais dit, tu, tu me racontes une histoire perso, un truc voilà, qui t'a touché tu tournes où tu veux, ce que tu veux et moi je vais aller chercher les sous. C'est pour ça que ça a mis 7 ans. Voilà, bref, on termine le film en 2009, fin 2009. Et en fait, cette aventure humaine dans laquelle, je vous assure que je n'avais pas du tout l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, il s'est construit sur 20 ans. Euh, Quand on a fini le film, en fait, j'ai eu un truc comme ça, une colorisation, où je me suis dit, en fait, Jane Campion voulait parler de l'accès à l'eau en Australie, parce que on ne le savait pas, mais dans les années 70-80, ils ont été en manque d'eau à un point qu'ils ont dû faire un choix, parce que par exemple, la place des chevaux était très importante. Ils étaient tellement en manque d'eau qu'ils ont dû choisir est-ce qu'ils donnaient de l'eau aux humains ou aux chevaux. Et donc, ils ont dû effectivement tuer des chevaux pour continuer à rester. Alors, nous, dans les années 70 en Europe, mais c'était le lâchage total, aucune conscience de quoi que ce soit. On n'avait aucune notion de cette vision mondiale, en fait, à cette époque. Et donc, elle a voulu raconter ça. Donc, on a tourné un film sur 5 continents parce que chacun voulait partir. Gaspard Noé voulait parler du sida, donc voilà, donc il voulait aller en Afrique, là où Mhm. c'était le plus dur, donc on est là-bas. Abderrahmane Sissako voulait tourner au Mali sur l'accès à l'éducation, parce qu'effectivement les filles avaient peu accès aux écoles, c'était plus les mecs qu'on envoyait. Bref, chacun a pris son truc. On a eu ce film voilà, qui avait cette image-là. Et en fait, c'est devenu avec un message qui disait, en fait, le message qu'on voulait faire passer, c'est le monde change. 2009, hein, 2009-2010. Les distributeurs n'étaient pas intéressés. YouTube venait d'arriver, ça faisait 6 ans qu'ils étaient là. Et on leur a proposé de monter un partenariat avec eux. On a lancé le film le 5 février 2010 sur YouTube et on a eu 2,5 millions de gens qui sont venus voir le film en un mois.
avec énormément de messages du monde entier où des gens avaient besoin de partager leur histoire à eux sur ce truc. Voilà. Cette aventure a généré beaucoup de débats, beaucoup de sélections dans des grands festivals. Et du coup, cette aventure m'a poussé à, du festival, pardon, du film, créer un festival qui s'appelait Cinema for Change, où effectivement on invitait les réalisateurs au début qu'avec du court-métrage, à nous dire comment ils voyaient le monde. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Donc maintenant, ça fait 14 ans qu'on fait le festival Cinema for Change et on a une compétition cinéma et Et il court-métrage. y a aussi une autre particularité, il me semble, c'est que dans ce festival, vous donnez aussi beaucoup d'importance aux spectateurs, pour Ouais, qu'il y ait aussi que cette proposition soit aussi, si ce n'est débattue, en tout cas comprise et que ce soit la proposition est hiérarchisante, forcément, il y a une heure, ensuite des personnes qui regardent, mais ensuite que ce soit tout de même et qu'il y ait des allers-retours sur le sujet. ouais. Comment ça se passe par rapport à des spectateurs sont multiples. Vous pouvez vous adresser à des enfants, des adolescents. Bah, Par quelle opération ça fonctionne? au cinéma, alors bon, on est à Paris, hein, donc on a été dans différentes salles, mais en fait, les gens viennent voir un film parce qu'ils ou ils sont curieux, ou alors ils ont vu qu'on avait un intervenant qui allait être intéressant, qui les interpelle et ils veulent se dire, tiens, ben, effectivement, j'ai envie de voir un tel ou un Ouais. tel. Et on projette le film, on a un débat avec deux personnes, puis il y a une journée comme là, et voilà, Ouais. comme ça. Mhm. Puis au bout d'un moment, on ouvre le débat et les gens viennent avec leurs propres questions, avec leurs propres histoires. Parce qu'ils ont aussi, eux, ils sont, voilà, enfin, les gens ont besoin de partager. On se rend compte Oui. que beaucoup de gens partagent aussi des histoires perso ou des interrogations sans pour autant poser des questions. Donc là, on se rend compte à quel point les gens ont besoin de communiquer, et on en parlait tout à Oui. l'heure. Plus on a eu des salles avec un grand nombre de gens, Oui. plus l'émotion était forte. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il Alors, y a un truc, plus il y a de monde, on a fait des projections avec 2000 personnes dans la salle au Grand Rex, plus il y a du monde, plus on sent l'émotion qui monte comme ça, comme qui est s'il y avait d'une... des clapets, on pourrait peut-être demander au docteur Lebib. Mais oui, Docteur, non, non, pas du Tiens. tout. En tout cas, les émotions Tiens, fou. sont analysées à quel est mon l'individu. problème, docteur? Et ensuite, lorsqu'elles sont connectées avec d'autres, est-ce qu'il y a des événements de collectivité? Alors la collectivité, elle existe sur YouTube, où on est tout seul, avec tout le monde, mais tout seul. Dans un endroit où ça peut ressembler aussi à une hypnose, en tout cas à quelque chose qui peut être sur ce je ne sais pas en fait. Mais d'abord, comment ça agit cette notion d'apprentissage, de plaisir, d'être perdu, d'avoir des repères? Est-ce qu'il y a une... Alors, moi, dans le point qui est marquant, hein, dans ce qu'a partagé Marc, il y a deux volets. Un, il y a le volet de la temporalité. Ça dit, tu sais, le temps que ça a pris hein, pour effectivement commencer et être un sujet sur lequel on commence à prêter attention et donc commencer effectivement à impliquer des acteurs, pas seulement des acteurs engagés qui eux sont convaincus, mais aussi impliquer le public sur ces sujets-là. Et cette notion d'engagement, en fait, elle est essentielle, elle est nécessaire, hein, parce que quand on parle d'engagement, en fait, c'est la rencontre entre la motivation et puis, on va dire, l'action sur le long terme. Or, on se rend compte que notre cerveau peut comprendre, hein, quand on parle des sujets effectivement environnementaux, des limites et des dangers, tout le monde dit, bah oui, c'est clair, effectivement, enfin, mon cerveau imprime. Seulement, le passage à l'action, il n'est pas là. Il n'est pas là pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, on n'a peut-être pas la disponibilité, on va dire, de l'ensemble des compétences de notre cerveau qu'on appelle les compétences cognitives, hein, la capacité de raisonner, la capacité de prêter attention, la capacité de faire du discernement, d'avoir une pensée critique, etc. En fait, toutes ces capacités sont hackées par, je dirais, une multitude de choses qui se passent. Hein. L'information hein, qui est continue. Alors, avec l'information continue, on est vite hacké. Je ne parle même pas de la désinformation, hein, des deepfakes, qui là, effectivement, viennent carrément hijacker hein, effectivement nos compétences cognitives. Et puis, on a, alors là, c'est le phénomène qui a permis de sortir un tout petit peu ce sujet du bois, l'émergence et l'avènement des IA génératives, hein, où on voit que là, en fait, on passe à un autre degré. On n'a plus seulement de captation. En fait, on va déléguer hein, la plupart de ces compétences, justement, à ces outils
hein. Donc, il y a plein d'objets, effectivement, de détournement. Et je fais juste un petit parallèle. Tu parlais des objectifs de développement durable. Ces objectifs de développement durable, ils ont aussi été créés par l'ONU pour permettre la préservation de ce qu'on appelle les 9 limites planétaires, hein, donc qui sont posées par un autre organisme, le Stockholm Resilience Center. Alors, pour le dire simplement, les 9 limites planétaires, elles définissent les équilibres que l'on doit respecter pour qu'on ait une planète viable. Et en fait, depuis quelques mois, on essaye de pousser, et sur le plan institutionnel, mais sur le plan aussi sociétal, le fait qu'il y a peut-être une 10e limite qu'on est en train d'atteindre, hein, qui est notre limite justement cognitive, la capacité que l'on a, nous, à vraiment porter attention sur ces sujets-là. Et ça me permet de revenir, alors vous voyez un petit schéma là derrière, c'est vrai qu'en science, essayer de comprendre un comportement, c'est super complexe. On ne peut pas avoir la prétention de se dire, pour chaque individu, ou alors encore pire, pour des collectifs, quels sont les facteurs, je dirais, à la fois intrinsèques, mais aussi les facteurs environnementaux qui vont avoir un impact ou une influence. Cependant, le principe de la science, c'est d'aller simplifier le complexe. Et on met en place des équations très simples. Les scientifiques essayent de raisonner un peu en termes d'équations. Et il y a une équation que je vais partager avec vous. En fait, pour comprendre un comportement, il faut comprendre que c'est grosso modo le produit de 3 éléments. C'est-à-dire, la motivation à réaliser le comportement. Si je ne suis pas motivé, c'est simple, hein, je ne vais pas me mettre à adopter un comportement. La capacité à réaliser le comportement, est-ce que j'ai la capacité, je dirais, en termes de compétences, en termes de compréhension, hein, pour agir, et puis l'opportunité, c'est-à-dire est-ce que l'environnement me donne l'opportunité de réaliser ce comportement. Et ça, effectivement, enfin, on l'étudie en laboratoire, on va l'étudier effectivement sur le terrain, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que le média que peut être le film, que peut être l'animation, va agir sur un levier qui est très puissant chez nous, qui est ce levier des imaginaires. Et moi, j'ai un exemple à partager avec vous, hein, qui est le film qui s'intitule 2040, hein, réalisé par le réalisateur, voilà, exactement, ce réalisateur australien, Damon Gameau. Si on essaye de regarder ce film sous le prisme de cette équation, on voit qu'en fait, on y retrouve tous les éléments. La motivation, pourquoi? Damon Gameau, en fait, dans ce film, se dit, par rapport, effectivement, au constat qui est fait, hein, quel pourrait être le monde en 2040 dans lequel vivrait ma fille? Et il ne va pas, effectivement, aller sur une approche alarmiste. Il va, au contraire, utiliser ses imaginaires pour dire, en fait, si on prend les sujets à cœur maintenant, voilà ce que ça pourrait être. Donc là, effectivement, on a un levier motivationnel qui est très fort, qui est intrinsèque, hein, qui joue sur ces émotions. Hein. On souhaite toutes et tous que les générations futures, et notamment celles de nos enfants, puissent prospérer, effectivement, je dirais, dans un cadre viable, mais aussi dans un cadre plaisant. Et il ne va pas jouer que là-dessus. Il va effectivement dire, en fait, ce n'est pas seulement une lettre au Père Noël. Regardons aujourd'hui, il existe déjà des actions qui sont possibles et qui sont mises en place. Donc, en fait, il montre que les opportunités existent. Et il va effectivement explorer peut-être des choses que l'on ne connaît pas, hein, en Inde, en Amérique du Sud, en Afrique, pour montrer que par rapport à des sujets sur l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, la régénération des sols, en fait, il y a plein d'actions qui existent, qui sont des actions certes individuelles ou alors par des petites collectivités, mais qui en fait obtiennent aussi le soutien, hein, des instances gouvernementales, etc. Et puis après, derrière, il ouvre les fameuses les capacités. Comment pourrions-nous, nous, être en capacité, justement, pour pouvoir agir? Et là-dessus, effectivement, il dit, ça, si on essaye de le démultiplier à l'échelle d'une population, etc. Donc, il est vraiment, quelque part, par le prisme de cette équation, on voit que lorsque l'on répond, effectivement, à ces 3 éléments-là, alors, le film est générateur d'espoir, le film, on en ressort avec de bonnes émotions, hein, très positives, et puis on a envie d'en savoir plus, on a envie effectivement de voir comment pouvoir s'engager. Donc là... c'est un peu un film avant le film de Cyril Dion et bien sûr. Laurent. Ouais. Il est sorti avant, il n'a pas eu il n'a pas eu l'écho médiatique. Par contre, c'est un réalisateur qui est hyper connu, qui a sorti un documentaire Sugarland. sur Sugarland. Si vous avez l'occasion de regarder Sugarland, voilà, sur le sucre.
Incroyable, incroyable. Voilà, pardon. Et dans ce Complètement. processus de création, parce que nos étudiants ici fabriquent des courts-métrages et Ouais. peut-être des longs-métrages plus tard, il y a de l'écriture. Ouais. Donc il faut, enfin, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on consomme en tout cas un film, le mot est peut-être pas, en tout cas on apprécie ou pas, en tout cas il y a un film qui a une durée, mais par contre pour sa fabrication, ça va partir d'une écriture, il va falloir pointer les bons endroits, etc. Donc dans la production, c'est comment tomber sur justement cette croyance. On a un héritage culturel déjà construit. Ouais. Donc on peut bien sûr orienter de façon alarmiste, de façon positive, de façon politique. Si on prend des exemples d'urgence sociale comme la haine, de témoignages Persepolis de Marjane Satrapi ou d'autres films. Donc après, c'est comment on va pointer ça. Et donc peut-être sur les choix des films, ou en tout cas une proposition qui sont faites à des créatifs comme il existe dans 8 ou alors dans les choix après des films De pour les sélection des festivals. films, Comment ça se passe? Il y a la colère, il y a du plaisir, enfin il y a quand même une notion d'entertainment qui existe. D'abord, Alors, c'est des choix éditoriaux, donc déjà bien sûr, c'est bien cadré. Comment ça se passe? Alors, je vais parler des choix éditoriaux. Ouais. Je tire le fil avec ce que tu as dit Vas-y. pour faire le lien, pour vous voyez, pour que vous compreniez un peu plus pourquoi tout ça est intéressant. Parce que tu parlais, il y a 9 limites planétaires. Il y a des fois des sujets, on se dit, OK, d'accord, c'est certainement intéressant, je comprends pas trop. En fait, ce qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est marrant, hein, parce moi, je n'ai pas du tout été éduqué comme ça à l'école, et je trouve qu'aujourd'hui, on devrait l'être. On l'est un peu plus, on ne l'est pas assez. En fait, on vit sur une planète, mais je dis ça, quand je disais ça il y a 20 ans, il y a 15 ans, on nous prenait pour des bisounours ou des temps qui étaient complètement à côté de la plaque. En fait, on vit sur une planète qui nous nourrit, qui est là pour fournir des éléments qu'on va exploiter. Donc, on rentre dans les limites planétaires, parce que tout n'est pas sans fin, tout est limité. Et on est sur une planète qui on a la chance, putain, d'avoir un truc qui nous nourrit, qui nous fournit des trucs dans lequel on peut composer, faire de la chimie, recomposer d'autres trucs autour. On a une planète qui est là pour nous fournir et pour nous permettre d'exister. Donc ça, c'est la base pour moi de toutes les réflexions qui viennent derrière. Cette campagne des Nations Unies, pour moi, elle est intéressante parce qu'elle nous... En fait, c'est tout ce qui va avoir un impact sur votre vie, sur ma vie, alors en positif ou en négatif. Donc là, on va être en colère ou alors on va avoir envie de choses. Tu parlais, toi, d'en rajouter un. Moi, ce qui nous manquait dans cette campagne, je trouvais qu'il manquait un truc, c'était... moi, j'ai envie d'être heureux dans ma vie. J'ai envie de trouver ma place. Pas facile de trouver sa place quand on cherche, on angle, par où aller, comment faire. Vous devez trouver votre place à un moment donné dans ce monde pour être heureux. Alors, vous pouvez le faire de façon totalement engagée, en vous engageant dans un sujet qui vous intéresse. Vous pouvez le faire par le métier de l'image, on est là pour ça, en vous disant, toi, moi, ça, ce sujet, il m'intéresse, j'ai envie d'en parler, ça va être mon chemin, ça m'intéresse. Vous pouvez aussi faire du film, entre guillemets, gratuit, où vous allez vous lâcher et vous exprimer comme vous voulez le faire. Moi, j'étais embarqué dans 20 ans par hasard dans cette aventure, un peu plus même, et j'ai aimé, en fait, ce mélange de rencontres, de personnalités, de talents, qui tout d'un coup me disaient, mais tu vois, moi, dans ma vie, j'ai été touché par ça. Abderrahmane qui me dit, tu vois, moi, au Mali, c'est un truc, ça, c'est super important. Et tout d'un coup, j'ai vu une chaîne humaine de gens qui avaient qu'une envie, c'est que les gens soient un peu plus heureux, qui trouvent leur place dans cette société, pas avec des ambitions énormes, mais juste trouver sa place. Je trouve que ça, pour poser le sujet, pour moi, c'est important, déjà. Et puis après, nous, comment on fonctionne? Alors vous, nous, notre truc, c'est du cinéma et des débats. Alors où on fait ça? Au cinéma, où on fait ça avec ce qu'on appelle les prix jeunesse du festival. Vous n'avez pas encore participé, mais j'espère que l'année prochaine, vous participerez. Les prix jeunesse, c'est la compétition court-métrage du festival. On a la particularité, nous, de ne pas faire les projections, enfin la compétition pendant le festival, mais jusqu'à septembre, on va faire une présélection de courts-métrages qui vont parler de tous ces sujets de société. Et on a 3 prix, enfants, collégiens, lycéens, étudiants. Et le truc, c'est que du 5 janvier au 31 mars, on va dans les écoles avec un kit, donc un lien pour permettre aux élèves pour les professeurs qui vont avoir un lien pour que les élèves visionnent les courts-métrages. Ils vont voter, vous allez voter en tant que jury, c'est vous les jurys de notre festival, donc dans ce cas-là, vous serez le prix des étudiants.
Et après, on donne un kit, parce qu'on bosse avec l'ADEME, c'est un super outil de l'État où on peut aller vraiment puiser des informations hyper intéressantes. Les profs organisent à la suite de votre vote un rendez-vous citoyen. Vous allez vous exprimer sur les sujets que vous allez voir. Donc vous allez parler de migration, vous allez parler d'accès à l'eau, vous allez parler d'être heureux aussi. Enfin voilà, il y a plein de... On va parler de santé. Tous ces sujets, c'est des courts-métrages. On en reçoit à peu près plus de 300 du monde entier. Pour dire, hein, tous ces sujets, à un moment donné, ça vient de quelque part. On n'a pas un court-métrage qui ne vient pas d'une histoire vécue, d'une inquiétude, d'une envie. Et nous, après, la présélection, pour répondre à ta question, la présélection pour nourrir le fait que vous allez voter et nourrir le débat, on va volontairement faire attention à ce qu'on choisit. On ne va pas prendre des films qui plombent trop l'ambiance. Parce qu'on connaît, quand vous allez regarder 50 minutes de court-métrage, où on vous dit « Putain, ça va être compliqué la vie, les gars. » Et là, vous prenez ça, et derrière, bah, vous n'êtes pas super motivé pour rentrer dans un débat. Donc, on essaie de trouver un équilibre des films qui vont parler. Alors, nous, l'éducation, on l'a fait avec 2 angles systématiques dans les 3 sujets. L'environnement et la biodiversité, parce qu'on a construit toute cette aventure avec ça il y a 20 ans. Et l'égalité femmes-hommes, qui reste pour moi un sujet moteur indispensable, parce qu'il y a des inégalités nationales, internationales, et nous, on se doit d'être porteurs, de soutenir ce type de sujet. Et on reçoit beaucoup de films sur ces sujets-là, du monde entier. On en a mais un paquet avec d'une qualité, mais vraiment, moi, je reste toujours impressionné par la qualité. Et donc, la sélection qu'on fait, on essaie d'avoir un équilibre qui permette de permettre aux élèves, derrière, quand ils ont fini de visionner et de voter, de se dire « Attends, moi, j'ai des trucs à dire », qu'ils ont envie de lever la main pour s'exprimer. Donc, la notion quand même positive ou ludique ou fun ou ouverte d'un film qui ne vous renferme pas, mais qui reste ouvert, là, ça arrive sur ton terrain. Là, c'est clair, la capacité, effectivement. Voilà. En fait, ça fait écho, et je rebondis sur un élément des choix, on va dire, du jury, hein, qui sont ne pas choisir de films qui plomberait un tout petit peu l'ambiance, parce que effectivement, ça va avoir un vrai impact sur cette capacité de projection du cerveau. Et notre cerveau n'est qu'une machine à faire des prédictions sur ce qui va advenir. Et en fait, la manière dont il fait, c'est assez intéressant, c'est qu'il s'appuie sur, on va dire, les expériences vécues, ses souvenirs, pour aller interpréter le présent, ce qu'il est en train de percevoir. Donc là, ça peut être au travers d'une fiction, etc., pour pouvoir éventuellement se dire, en fait, qu'est-ce qui va advenir ? Donc la machine cérébrale, elle est toujours comme ça, à faire des paris sur ce qui va advenir. Et il y a un film qui est excellent, que je vous invite à voir ou à revoir, qui va explorer justement, je dirais, à la fois le rôle des émotions, la construction effectivement de la mémoire, et puis comment nous, on crée du sens, hein, et on se projette dans l'action au travers du sens que l'on crée. C'est le fameux film donc, de Christopher Nolan qui s'appelle Memento. Ah bah oui, bien sûr. Et donc, dans ce film, en fait, ce que Christopher Nolan nous montre, c'est 3 choses essentielles. La première, c'est comment, en fait, la construction, si tu veux, du réel est purement subjective. Donc, dans le film, le héros, donc, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Thomas Shelby, dont le rôle est joué par Guy Pearce, il souffre d'un trouble qui... c'est pas Thomas Shelby? Non, mais il s'appelle Shelby. Il s'appelle Shelby, c'est pas... tu vois, comme quoi. Mais bien joué. Non, j'ai vu un petit mouvement dans la salle. Okay. Bonne référence aussi. Léonard Shelby. C'est un truc de spécialiste pour voir si la connexion... Non. Tu vois, comme quoi la mémoire... bien joué. Donc, c'est Léonard Shelby. Il souffre d'un trouble qui s'appelle l'amnésie antérograde. En fait, ce trouble, c'est quoi? Il est incapable de construire des souvenirs. Donc, en fait, ce personnage, il vit dans quelque chose qui peut ne pas nous paraître un enfer pour nous, mais qui est un présent perpétuel. Et en gros, il doit continuellement essayer de reconstruire, je dirais, ce qu'il s'est passé
pour pouvoir, je dirais, agir. Or, il ne peut pas parce qu'il n'a pas construit de souvenir. Donc, il doit tout le temps recréer effectivement des éléments, réinterpréter ce qu'il est en train de vivre au regard de quelques éléments. Parce qu'on va voir effectivement dans le film, il utilise certaines stratégies. Et d'ailleurs, Christopher Nolan a filmé ce film d'une manière très intéressante. Il l'a filmé à rebours, donc de la fin vers le début. Ça a agacé tous les spectateurs. Mais en fait, ça a agacé les spectateurs. Pourquoi? Pour nous mettre en fait dans la peau de Léonard. C'est-à-dire que juste à un moment où on pense avoir compris, et puis nous, notre cerveau en train d'anticiper, il va faire ça, bim, hop, arrêt sur, hop, on revient effectivement. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé un quart d'heure avant? Et là, tout le monde, moi je me rappelle dans la salle, tout le monde qui était effectivement énervé. Mais en fait, ça nous met dans cette position où, quelque part, on est en train, avec des bribes d'informations, essayer de construire quelque chose de cohérent. Or, sans souvenir, c'est pas possible. Le deuxième aspect qui est abordé dans ce film, c'est que notre mémoire, et ça je vous apprends rien du tout, elle fonctionne pas comme un ordinateur. C'est pas la reproduction fidèle d'événements passés. En fait, la reconstruction effectivement du souvenir, elle se fait maintenant à l'instant présent. Et l'acteur principal utilise des stratégies. Il prend des photos, il prend des notes, il se fait même des tatouages effectivement pour que il sait qu'il ne se souvient pas. Donc à un moment, il va se référer à ces éléments qu'il croit factuels, tangibles. Or, il ne se souvient pas à quel moment il les a pris, dans quelles circonstances. Donc il est obligé de réinterpréter. Et donc, effectivement, ça nous interroge, même nous, humains sans troubles neurologiques apparents, sur la fiabilité de nos souvenirs. Et cette fiabilité de nos souvenirs, elle est impactée, bien entendu, par nos émotions et puis nos motivations, parce que dans le film, Leonard Shelby, il est animé par un désir de vengeance. Il recherche l'assassin de sa femme. Et les quelques souvenirs lointains qu'il a, en fait, qui vont guider son action, ils sont tous colorés par ses émotions et ses motivations. Et donc, quelque part, il y a une réinterprétation des éléments. Et là-dessus, effectivement, comment dire, la force des émotions, la force des messages que l'on peut passer effectivement au travers des émotions qu'on peut susciter, elle est essentielle pour soit définir effectivement l'engagement, soit éventuellement un sentiment, on va dire, d'impuissance, d'incapacité, voire éventuellement de protection et puis de retrait. Les engagements sont propres à chacun, donc là c'est vraiment c'est l'ordre du thriller, donc c'est vrai quand on va voir un film, on apprécie, mais en fait on peut penser à la facture EDF ou à autre chose, ou alors d'autres réalisateurs qui nous mettent des énigmes partout, des boîtes de Pandore dans tous les sens, et c'est intéressant aussi pour ça. Moi je me rappelle d'un film, peut-être c'est pour revenir sur les projets futurs sur l'environnement et autres, qui m'avait marqué, un court-métrage qui s'appelle L'île aux fleurs, d'As Flores, où en fait qui dure 13 minutes ou 15 minutes, qui avait le Grand Prix à Clermont-Ferrand, où on fait une démonstration assez simpliste de ce qui se passe sur Terre, avec des éléments très simples, des photos, des choses comme ça, pour un sujet qui est vraiment hyper fort, hyper plombant. Donc une démarche très, pas ludique, mais en tout cas un peu décontractée, où on arrive comme ça en sifflotant, mais en fait on est chargé à fond de réalité. Donc c'est encore pour revenir sur ce moment-là. Là, on est sur une proposition de cinéma qui va être un thriller. Ensuite, je vois dans les sélections de cette année avec Raven qui avait été primé et qui a été fabriqué ici, voilà, on peut aussi divertir, faire plaisir et aller en profondeur. Mais c'est intéressant, on peut prendre l'exemple, parce que Raven, je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, j'imagine que oui. En tout cas, ça a été fait par votre école. Et il était en compétition avec d'autres films qui étaient, mais alors très différents. Il s'est retrouvé en compète avec un très beau film qui a été tourné dans un site. Alors je crois que c'était en Syrie où ils ont tourné ça. La réalisatrice a trouvé une jeune fille dans un camp avec une vision du monde dans lequel elle veut vivre. La fille, elle est dans un camp et elle dit, moi un jour je serai médecin. Une toute petite fille de 10 ans comme ça. Incroyable. Avec un regard vif, lumineux, heureuse, avec des couleurs dans un environnement mais qui est d'une tristesse pas possible. Et
il s'est retrouvé en compète, mais c'est marrant parce que c'était 2 films positifs quand même. Et nous, on a remarqué que quand même, les gens aiment bien quand il y a, j'ai envie de dire, l'union fait la force. Ouais. Et je pense que la différence, elle Ouais. s'est faite là. À la fin, dans Raven, voilà, tous Ouais. les enfants décident Oui, ouais, d'être ouais. solidaires et de Ouais. faire la même chose que l'autre élève. Alors, tu l'as peut-être pas vu, du coup, Non, est-ce que pardon. Non, 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 mais c'est le monde des ça me courts-métrages, donne. c'est très rare. Mais bien Voilà, entendu. mais c'est une fille qui a elle a un handicap qui est un peu exagéré, mais qui est volontaire dans l'idée, qui est comme ça, qui a la tête penchée. Et effectivement, le prof l'emmerde un petit peu, et puis il lui met la règle pour lui mettre la tête. C'est en animation très simplifiée, mais et malgré tout, donc ça, c'était le prix des enfants. Et en fait, à la fin, pour la photo de classe, tu as tous les enfants qui décident de pencher la tête. Excellent. Et donc, tout d'un coup, il y a un truc, on embarque les gens. Et nous, on a remarqué un truc. Alors, nous, on a projeté un film. On a vu 2200 personnes dans la salle au Grand Rex. On a projeté un film alors, je suis certain que vous ne le connaissez pas. Et pourtant, il était bien distribué et tout, mais il n'a pas marché en France. Ça s'appelle L'improbable voyage d'Harold Fry. C'est un truc que je vous invite à regarder. Nous, on avait été. Alors, c'est joué par un mec qui s'appelle. Le rôle principal, c'est un monsieur qui est âgé, qui doit avoir 75 ans, qui s'appelle Jim Broadbent, qui a eu un Oscar en 2001 ou 2002. Vous l'avez vu dans Harry Potter, c'est un mec, il a une tête d'anglais. Dès que vous le voyez, vous le reconnaissez tout de suite. Il est improbable. Et en fait, ce film, on l'avait aimé avec l'équipe parce qu'il racontait un truc qui nous avait plu. C'est un mec, toute sa vie, il n'a rien de particulier, il vit avec sa femme, ils sont dans un appartement à Londres, il ne se passe rien, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. Il est en fin de vie, entre guillemets, et tout d'un coup, il décide, parce qu'il y a un déclic, il reçoit une lettre, bref, il décide de faire une bonne action. Et nous, ce qu'on aimait dans cette histoire, c'était de dire, en fait, tous, à n'importe quel moment de notre vie, on peut faire une bonne action qui va nous faire du bien, qui va faire du bien à quelqu'un. Et lui, ce mec, il fait ça à la fin de sa vie. Mais à la fin de sa vie, tout à la fin de sa vie. Et à la fin, les gens sortaient avec une banane comme ça, les gens sortaient en pleurs, et la plupart des gens qui étaient en pleurs, mais c'était positif, me disaient, j'ai envie d'appeler mes parents. Il y avait une émotion, et c'est là où on revenait sur le truc. Je pense que si on avait été 200 dans la salle, ça n'aurait pas été la même chose. Là, il y avait 2200 personnes qui sont tous allées dans la même direction, avec le même ressenti. Il s'est passé un truc que c'est dingue, hein, ou c'est pas terrible, parce que c'est comme ça, mais c'est la force de l'image, la force du cinéma. On a un truc, on a un métier qui est unique au monde. Vous allez faire un court-métrage il va tomber au bon moment, au bon endroit, qui va être vu par les bonnes personnes. Il va faire le tour du monde, il va être vu par des millions de gens. Quelqu'un va écrire un super bouquin, il va peut-être effectivement être génial, mais il va peut-être être lu par 100 000 personnes, ce qui est déjà énorme de nos jours, voire 200, 300 000. On a un truc incroyable, l'image. Vous allez voir un truc à 10 ans, vous le revoyez 30 ans après, le truc, il est là encore. D'où c'est Docteur mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un truc, on a une chance incroyable d'être dans un univers où tout d'un coup, on peut créer des choses. Et après, on voit, nous, des mécaniques. Raven, par exemple, je pense que la petite nuance, le petit truc en plus, c'est qu'à la fin, il y a un truc où tout d'un coup, tout le monde devient solidaire et tout. Il y a une belle action et ça a chopé tout le monde. Et je pense que la différence, elle s'est faite là à la fin. Voilà, ah juste, oui, c'est le dernier souvenir. Il faut bien faire la sortie. Je pense que l'émotion a été plus forte que Elle l'autre. était portée. Et je pensais aussi, pour revenir sur le sujet, pendant le Covid, on a tous été enfermés. Ça a été aussi un accélérateur et un laboratoire pour plein de choses. Et le être ensemble dans une salle de cinéma comme le Grand Rex, comme tu dis, où les gens ressortent là comme s'ils sortaient d'une... Enfin, ils ont encore de l'émotion partout. Quels ont été... alors, ça a été un événement très particulier, avec beaucoup de propositions, voire autre chose, pour nous faire comprendre des choses ou autres. En tout cas, c'était un endroit aussi très particulier, on a consommé énormément. Est-ce que ce moment-là a été un laboratoire aussi intéressant? Est-ce qu'il a dévié des choses aussi d'une certaine façon? Enfin, Oui, je suis un petit peu... Non, mais en fait, ce qui était intéressant dans ce moment-là, c'est que effectivement,
passé l'état de sidération, etc., on s'est retrouvé dans des moments où il a fallu créer à nouveau ou recréer communauté. Hein, donc effectivement, et on a vu que c'était possible, notamment grâce aux technologies qui nous permettaient, effectivement, par la visio, etc., de se reconnecter, hein, de recréer un espèce de vivre ensemble. C'était un moment très probablement réflexif. Hein, on se souvient de l'exode rural des Parisiens, hein, qui d'un coup d'un seul se sont dit je vais faire de la permaculture, ça me parle, etc. Puis on a eu l'exode rural inverse, hein, tout de suite après. Non mais pourquoi? Parce que, vrai. en fait, ces engagements, ils peuvent être très labiles, fugaces, hein, dans le temps, parce qu'après, effectivement, je ne vais pas dire chasser le naturel, il revient au galop. Et quand on est revenu dans nos quotidiens, on va dire, habituels, ben voilà, enfin, très vite, il y a même eu, enfin, certaines études montrent des effets rebonds, hein, sur, ok, ouais, on a compris, d'un coup d'un seul, il y avait plus d'avions, moins de voyages, tout de suite, on a vu les changements que ça a pu faire, par exemple, dans la qualité de l'air, etc. Mais bon, je vais quand même faire un petit voyage à Marbella, etc., hein, parce que je le mérite bien, je vais quand même rester poliment. Donc, et on a eu un petit boom, effectivement, à l'explosion. Non, ce qui est intéressant, en fait, c'est que au travers, on va dire, des œuvres fictionnelles, et notamment, enfin, que ce soit le cinéma ou l'animation, on peut avoir un réel, je dirais, impact ou une réelle intention d'influencer les choses. Hein, on a vu effectivement tout à l'heure, bon, j'ai parlé, essayer de comprendre un comportement, c'est quoi? Et c'est vrai qu'en sciences comportementales, bah, finalement, on peut se dire, bah, si on souhaite que les personnes adoptent des comportements vertueux, si on jouait sur ces composants-là, on jouait sur la motivation, on jouait sur l'opportunité, on jouait sur la capacité, etc. Et donc ces stratégies, effectivement, un peu d'influence, vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'à un moment, il y a eu tout un débat, hein, sur une forme de paternalisme autour de cela, c'est ce qu'on appelle les nudges. Ok. Alors les nudges, hein, nous sommes toutes et tous sous influence. Je vais vous prendre le nudge le plus commun que l'on rencontre. Hein, c'est, vous connaissez le bouton là, piéton au passage sur les feux rouges là pour soi-disant faire passer le feu au rouge. 80 à 90% de ces boutons en fait ne fonctionnent pas. Hein, sont des boîtes en fait, tout simplement. L'intention, elle est quoi? En fait, on joue sur nos biais. Hein, nous, en tant qu'être humain, notre cerveau est naturellement biaisé. Et là, il y a un gros biais qui rentre en œuvre, qui s'appelle, comment dire, l'illusion de contrôle. On a l'impression que parce qu'on agit sur le bouton, on va prendre le contrôle sur le feu. Et l'intention, c'est quoi, hein? L'intention, c'est de pouvoir, je dirais, nous inciter à rester sur le trottoir jusqu'à ce que le feu passe réellement au rouge, qu'ensuite on traverse. La force du nudge, elle tient du fait qu'il n'y a pas de coercition. Je peux appuyer sur le bouton stop et puis décider de traverser. Et parce que j'ai effectivement cette liberté qui m'est toujours offerte, hein, je n'ai pas de coercition, alors je vais être beaucoup plus prompt, hein, effectivement, à... Mais même ça, en fait, ces dispositifs, on se rend compte que c'est quelque part une béquille comportementale. Hein. Demain, on enlève effectivement tous les boîtiers, et puis est-ce qu'on a vraiment appris? Est-ce qu'on a vraiment effectivement pris conscience, hein, qu'il fallait rester ou attendre sur le trottoir pour préserver notre sécurité? À date, il n'y a qu'un seul nudge en fait, qui est peut-être le plus puissant que ceux de tous ceux qui existent, parce qu'en une seule, entre guillemets, inoculation, il a changé durablement le comportement des personnes. Et si on peut jouer la petite vidéo, je vais vous laisser visionner cette vidéo, puis je vous propose qu'on échange derrière. Il n'y a pas de son? Si. Attends, je vais m'enlever parce que du coup...
Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo auparavant. Pour information, Fashion Revolution, c'est une ONG qui essaye effectivement de sensibiliser sur ces sujets, effectivement, de fast fashion, cheap clothing, etc. Et tout ça. Et ils ont pendant longtemps fait comme tout le monde, des campagnes, vous savez, dans le métro, des grandes affiches, etc., des petits clips publicitaires. Et puis, c'est un peu comme la chanson de Dutronc, j'y pense et puis j'oublie. D'accord ? Et là, en fait, cette expérience qui a été mise en place, c'est une vraie expérience. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils l'ont faite en collaboration avec un département de psychologie sociale de l'Université de Berlin, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont voulu voir, alors déjà, le taux de conversion. Vous voyez qu'à la fin, finalement, effectivement, on part d'un comportement, on va dire, très personnel et intéressé. Un t-shirt à 2 euros. Je peux avoir en plus la perspective de gain, elle est immédiate. Un comportement totalement, je dirais, désintéressé, lointain et totalement altruiste, qui est cette donation. Finalement, je ne les connais pas, enfin, comment dire, Fashion Revolution. Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas une grosse arnaque faite par des mecs pour récupérer effectivement des pièces de... Et pourtant, je suscite confiance, je suscite engagement. Près de 90% des personnes ont changé leur comportement sur place. Et ce qui intéressait effectivement les psychologues, c'est de voir si, sur le long terme, il y avait vraiment des changements de comportement par rapport... Et ils les ont suivis pendant 2 ans, et 90% des personnes, des 90 qui ont effectivement fait la donation, effectivement, font beaucoup plus attention, sont beaucoup plus vigilants, etc. etc. Et moi, je ne sais pas, enfin, selon vous, j'aimerais peut-être ouvrir au public. Pourquoi ça marche? Pourquoi c'était impactant? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais. Parce que c'est un public et que les gens se font par deux, donc il y a beaucoup de influence sociale. Effectivement, on a l'impression, comment dire, vous voyez, comment dire, le dispositif, il n'a pas été mis nulle part, au milieu d'une grande place à Berlin, et on a l'impression que tout le monde derrière nous est en train de nous mater. Alors qu'en fait, souvent, on voit, personnes sont juste toutes seules. Mais pression sociale. Oui, pardon. Alors, oui, ce sont des... Alors, effectivement, en fait, ça, c'est très intéressant parce que ces informations qu'ils ont peut-être vues dans le cadre de cette expérience, parce que là, on leur fait vivre une expérience. Je ne suis pas spectateur passif. Je suis impliqué dans l'expérience, dans mes choix, etc. Donc, parce qu'on leur fait vivre une expérience, alors le cerveau va créer du sens autour de ce que je perçois et des démarches que je peux faire. OK ? Oui, une autre idée ? C'est la culpabilisation. Alors, il y a une notion, il peut y avoir une notion de culpabilisation, et ça, effectivement, il y a plein de détracteurs qui utilisent ça. Ils sont pris au piège. Bon, 10% se sont dit, ouais, je m'en fous, culpabilisation ou pas. Donc, enfin, le taux de conversion, il est rarement, enfin, il peut être expliqué par une part de culpabilisation, mais il y a beaucoup plus on va dire, des moteurs d'engagement que de la culpabilisation. Ouais. Alors, effectivement, c'est-à-dire que, en fait, c'est devenu accessible, c'est-à-dire que le dispositif est venu aux gens artificiellement, mais quelque part, c'est quelque chose, finalement, une expérience qui m'est proposée, et qui, je ne l'aurais peut-être pas fait si on m'avait dit, tiens, au Palais Royal, il y a une expérience, etc. J'y serais allé, j'y serais peut-être pas allé. Mais là, en fait, c'est sur mon chemin, et à un moment, il y a un perturbateur attentionnel. C'est aussi ça. Le premier élément en fait qui explique que l'on va quelque part vivre cette expérience, c'est que dans notre flux attentionnel, je suis sur mon smartphone, je vais au taf, je suis en train de penser à mince, faut pas que je rate le tramway de telle heure. Bim, il y a cette machine au milieu. Vous avez vu, très colorée, etc. Hop, qui va quelque part, je dirais, me sortir un peu de ma bulle et qui va capter mon attention. Et j'ai un... Hop. L'identification, ça m'évoque, en fait, fonctionnellement, c'est un miroir. Donc, on rencontre quelqu'un et on le rencontre dans sa... C'est ça. Voilà, dans comment elle est similaire à moi.
Et donc moi, je prends cette valeur, je ne donne que 2 € et la personne en face, Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, ces leviers vont faciliter une forme d'empathie. Hein. L'empathie, c'est pas je vis les émotions de l'autre, mais c'est je réussis à me mettre à sa place et à percevoir les choses sous sa perspective. Et en fait, il y a un élément qui peut paraître très anodin. Hein, vous voyez, à la fin, et c'est peut-être ça qui explique l'engagement durable, à la fin, dans la machine, il y a un petit message qui dit « thank you ». Ça peut paraître, je dirais, futile, anodin. Seulement, ça joue très fort sur, parmi la multitude de biais qui existent dans notre cerveau, un biais qu'on appelle le biais de réciprocité. Parce qu'effectivement, on nous remercie, on se sent quelque part un peu redevable hein, d'être à la hauteur hein, de ces remerciements et donc quelque part d'être vigilant, de poursuivre effectivement, je dirais, à prêter notre attention sur la provenance des vêtements et tout ça. Alors, toutes ces stratégies, on les connaît depuis les années 50-60. Hein. C'est des stratégies qu'utilise le marketing pour vous faire acheter des choses. D'accord ? Au McDo, sur la poubelle, il y a marqué « Merci ». Ouais. Merci, en fait, c'est le petit message, quelque part, qui va nous amener aussi par le même dispositif à revenir au McDo. D'accord ? Bien sûr, il y a plein d'autres choses. C'est bon, c'est fun, c'est pas cher, etc. Tout ce que l'on veut. Mais ça fait partie du truc, ça fait partie du package. Et donc, tous ces petits éléments... Il y a beaucoup de vendeurs d'essence hein, qui sauvent la planète. Hein, sûr. Ça, effectivement. Ça, effectivement. Mais voilà, en fait, il faut aussi... Alors, dans une manière peut-être qui est moins explicite, qui va plus sur de l'évocation, je dirais la force des imaginaires, hein, elle est là hein, dans la fiction, jouer aussi hein, sur ces éléments-là et puis se dire, quelque part, en fait, d'accord, je suis plus effectivement sur des aspects sensibles, des aspects humains, mais malgré tout, un humain, ça marche aussi avec une certaine mécanique. Hein, alors, c'est pas de la physique, c'est pas de la physique, je dirais, pure. Ouais. Ça marche avec une certaine mécanique et je peux jouer sur ces leviers-là, justement, pour aller potentialiser l'impact que je peux avoir ou des messages que j'essaie de faire. C'est intéressant. Et la temporalité aussi est intéressante parce que les personnes sont dans la rue, elles sont pressées dans d'autres choses, tiens, dans le feu, tiens, un truc pas cher à 2 € d'un seul coup, elles sont frisées et on leur impose en tout cas une temporalité différente, un temps autre. Là, il y a eu un court-métrage réalisé par les étudiants de l'ESMA, mais dans un autre ESMA qui s'appelle Raven, qui dans un contexte complètement agressif, avec beaucoup de bruit, vraiment pas agréable, et à la finalité, il y a une humanité aussi qui arrive. Moi, bien sûr, c'est nudge, c'est du comportement et autres, toujours positif, mais un petit peu les commerçants et les nouveaux commerçants ont peut-être un peu cannibalisé, peut-être ça. Et quand on revient à des actions qui sont peut-être d'ordre plus physique, plus brutal ou plus collectif, sport, manifestation ou autres, qui sont peut-être héritage de ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans dans les mouvements sociaux. On avait aussi des films qui étaient des films revendicatifs, ou en tout cas plus violents. Est-ce que on peut aussi... En fait, ma question de fond, c'est à force d'être gentil, bienveillant ou autre, est-ce que finalement, on ne passe pas à côté d'autres messages Alors, on peut se poser la question de se dire, est-ce que le cinéma peut changer le monde ? Alors moi, je ne pense pas que ça puisse changer le monde. Par contre, je pense que ça peut changer des personnes. Ça peut vous changer. Vous allez voir un film qui va rester, que vous allez... Il y a un truc qui va être là, que vous allez, consciemment ou inconsciemment, développer et vous allez avancer vers quelque chose. Voilà. Moi, je crois à la communauté, je crois énormément à la démocratie. C'est un socle, on doit le défendre. Robert De Niro, lors du Festival de Cannes, ça a été son discours autour de ce sujet, égalité, fraternité. Il a parlé de démocratie. On pense qu'on a des acquis, même, puis encore plus, ça encore plus pour les femmes, mais on pense qu'on a effectivement des acquis. Puis en fait, on se rend compte tout d'un coup, il suffit qu'il y ait un pays qui a un gros pouvoir avec quelqu'un qui vient à la direction de ce pays, et tout d'un coup, on voit des acquis qui, comme ça, qui disparaissent. On se dit, mais attends, on est où là ? Et
À un moment donné, la démocratie, c'est pour ça que nous, on est à travers, je fais le petit lien, mais à travers le festival et les prix jeunesse, quand on vous donne ce rôle de jury et qu'on vous montre que vous êtes important pour nous, parce que vous allez voter, si vous votez pour nous dans notre festival, j'espère qu'on vous fait passer un petit message en vous disant que dans la société, vous avez un pouvoir extraordinaire qui est celui de voter, quel que soit votre choix, qu'on soit d'accord ou pas, mais votez, rentrez dans la société. Tout à l'heure, tu parlais j'espère que je ne m'éloigne pas trop de la faute du sujet, mais je rebondis là-dessus, du confinement, de la fin du Covid, tout ça. Nous, il y a eu un vrai changement avec la fin du Covid par rapport au fait qu'on fait du cinéma et des débats depuis 14 ans. Tout d'un coup, on a commencé à nous demander de venir en entreprise, faire ce qu'on faisait au cinéma en entreprise. Donc, on ne fait pas avec du long métrage, parce qu'il faut que tout le monde bosse, mais on fait ça avec du court métrage, et on a la chance d'avoir des super courts métrages, et les réalisateurs sont rémunérés. Enfin voilà, on a cette attention, bien évidemment. Mais en fait, on va à la rencontre des gens qui sont dans les entreprises, qui sont des gens comme vous et moi, en fait. Ils bossent, ils sont en entreprise, mais ils ont des gamins, ils ont une histoire, il y a des trucs simples, il y a des trucs compliqués, ils ont le quotidien, ils ont envie de faire des choses, ils ne savent pas quoi faire. Et en fait, il y a un truc qui est une réalité. Pour ça que moi, j'ai vraiment eu le sentiment que ça a été, le Covid, et pour moi, était le révélateur du fait qu'en fait, on aime l'humain, on a besoin les uns des autres. Voilà. On parle de fraternité pour les mecs, et pour les femmes, on parle de sororité. Mais si à un moment donné, vous vous sentez fragile, vous avez besoin de trucs, mais allez vers votre, entre guillemets, vers votre communauté, puis après, vous pouvez ouvrir. Mais on a besoin les uns des autres pour avancer, pour avoir des solutions. Des fois, c'est compliqué. Et je trouve que ce moment-là, ça a été une sorte à la fois catalyseur, et puis ça a cristallisé pour moi une vision de la société où nous, humains, on ne peut pas fonctionner seuls. On a besoin les uns des autres. Après, ça a collé ou pas collé, mais on a besoin de se confier, on a besoin de parler, on a différemment, mais on a besoin les uns des autres. Pour moi, c'était vraiment un truc qui était assez révélateur. C'était un marqueur. Ah ouais, clairement. Marqueur, ouais. Et on en fait énormément, des débats en entreprise, et avec des débats qu'on a tout aussi intéressants qu'on a au cinéma, avec un public qui, tout d'un coup, quelqu'un qui va venir faire un témoignage personnel par rapport à un truc qu'il a vécu, parce qu'on va parler de handicap, alors on va toujours, encore une fois, essayer de le traiter de manière positive. J'essaie de parler de trucs qui sont un peu positifs ou de tirer les gens vers le haut, parce que je trouve qu'en écriture, et Dieu sait que j'aime les films catastrophes, les trucs, j'adore, tout va bien, hein, mais j'aime bien rentrer dedans. Je trouve qu'on manque d'écriture qui nous emmène vers des choses où vous allez nous dire ce que le monde que vous voudriez demain ou aujourd'hui. Écrire le monde dans lequel j'ai envie d'être. Un bon moment, quoi. Juste être heureux, ou juste, je vous embarque dans un truc où on va donner de la lumière un peu à une histoire qui pourrait être banale, qui reste peut-être banale. On en a, hein, on a des super films là-dessus. Hein. Mais les belles histoires, j'ai le sentiment que ça embarque les gens, et plus les films sont vus, je pense que malgré tout... Moi, il y a des films que vous n'avez peut-être pas connus, mais qui datent d'une génération d'avant, qui m'ont chopé. Elephant Man, David Lynch, Rain Man avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Il y a des trucs comme ça où moi j'ai été... il y a le divertissement, effectivement, puis après il y a une réalité. Alors je reviens... Ouais, mais il y a l'émotion là-dedans qui est très forte. Slumdog Millionnaire, ou alors un film, un petit truc en plus, le truc, en fait, bon, on l'aime ou non pas, mais d'un seul coup, il y a une caution. Bon, mais non, après, dans la réalité, c'est pas forcément évident. Ouais, mais moi je pense qu'encore une fois, les films ne sont pas là pour régler le problème. Ouais. Okay. Les films, ils sont là pour réveiller chez vous c'est la force, que même un gouvernement qui va refuser qu'un film soit passé, à un moment donné, il va passer le film. Donc on a une puissance extraordinaire. Et j'ai envie de dire, même Don't Look Up, qui est un film génial, diffusé sur Netflix, que beaucoup de gens quand même ont vu, ce film, il est génial, parce qu'il est entré, il nous démontre à quel point on est incapable de regarder le mur devant lequel on est en train d'aller, et en même temps on se marre et on passe un bon moment, et nous on l'a projeté au festival. Et on a fait un super débat derrière, et malgré tout, on continue, mais je pense qu'il
il embarque C'est les un gens, acte, il ouais. embarque un peu Ouais. la réflexion. Mais derrière, de rentrer dans le concret et tout d'un coup que tout le monde décide d'arrêter ou de changer, je ne pense pas que ça va être comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus... L'acculturation, quoi. Ouais. c'est plus lent en fait. Ouais. Par contre, le truc, il est en vous. Ça Vous allez le s'installe. nourrir différemment. La- Alors, il y a cette notion d'acculturation, il y a cette notion de créer du sens aussi, hein, de Ouais. donner effectivement, Ouais, clairement. donner à voir, avoir ce côté réflexif. Et puis, moi, je rebondis, c'est vrai que derrière un peu, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises émotions à exploiter, hein, effectivement, est-ce qu'il y aurait, par exemple, je ne sais pas, on parlait de films positifs, etc., mais quelque part, comment... peut-être que des émotions, on va dire, négatives, hein, susciter des émotions négatives, Oui, ça aussi. peut effectivement Blood réveiller... Diamonds, qui est un film qui a dénoncé effectivement C'est ça, il y a eu un changement pendant quand le film est sorti. exactement. Il y a eu effectivement des sociétés qui étaient cotées en bourse où il y a eu effectivement, ça a bougé. Un Donc on flottement. voit bien que derrière, les gens ont réfléchi en disant peut-être que je vais acheter autre truc, ou je vais faire autrement, ou je me sens quand même un peu sale quand je vais Oui. faire ça. Alors Ouais. après, on y revient parce que voilà, on est embarqué. Mais je pense que ça amène les gens quand même ça donne des directions. Et puis malgré tout, en fait, tout dépend comment, justement, ces émotions sont embarquées au travers, on va dire, d'un arc narratif. C'est ça qui Ouais. est, c'est ça qui est central. Les exemples pourraient être multiples. La vie est belle, hein, voilà. Mais j'y pensais au moment où tu l'as dit. La j'ai vie demandé est ça, ouais. belle, la vie est Non, mais belle, où on connaît incroyable. entre guillemets la fin de l'histoire, Ouais, ouais. hein, et malgré tout, effectivement. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que il y a un auteur donc, qui s'appelle Kurt Vonnegut. Alors, Kurt Vonnegut, c'est un écrivain, il a écrit plein de nouvelles, des romans, effectivement, américains. Mais ce qu'on sait assez peu sur lui, c'est que il a commencé par, enfin, on va dire sa carrière, par faire des travaux en anthropologie. Et donc, il a même passé un doctorat, enfin une thèse, il a soutenu une thèse en anthropologie. Et lui, son truc, c'était intéressant, un peu de la même manière que Paul Ekman s'était posé la question des émotions universelles, hein. Est-ce qu'il existe des émotions qui sont partagées par l'humanité, on va dire, au travers du monde? Et il en a identifié 6, hein, la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise. Ben, Kurt Vonnegut, il s'est dit, mais finalement, dans tous les récits, qu'ils soient oraux, qui soient portés par les textes. Est-ce qu'il n'y a pas des formes, hein, on va dire, donc il a appelé ça the shape of the story, est-ce qu'il n'y a pas des formes narratives que l'on retrouve et puis qui sont assez communes, hein, quelle que soit la culture, etc. Et c'est vrai qu'il en a identifié 8. Hein, donc, qui sont ici. Et en fait, ces formes narratives, elles nous parlent. C'est ce qui va nous permettre, nous, effectivement, d'avoir une résonance, hein, par rapport soit à des histoires que l'on a déjà, entendues, ou alors par rapport à des expériences de vie. Alors, vous voyez peut-être pas, mais une des formes les plus connues et les plus exploitées par Hollywood, c'est ce qu'on appelle Man in a Hole. Man in a Hole, c'est l'arc narratif de tous les blockbusters américains. C'est un gars ou une femme qui a une vie plutôt tranquille ou bilou, et puis bim, il lui arrive toute une série de trucs. Donc, vous voyez, là-haut, il va dans un gouffre, et puis à la fin du film, hop, il ressort un peu plus, on va dire, élevé, hein, qu'au départ, et puis c'est l'espèce de happy end. Et puis vous pouvez parcourir enfin toutes ces formes, hein, boy meet girl, effectivement, donc Roméo et Juliette, Roméo et Juliette a un autre arc narratif. Mais c'est très intéressant de se dire que quelque part derrière, en fait, il faut que le public aussi se retrouve dans une forme narrative qui lui parle ou qui va résonner, qui va faire écho avec lui. Parce qu'en fait, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau, hein. Vous avez peut-être lu ailleurs, en fait, notre cerveau est un formidable storyteller, hein, je vous l'ai dit. Il fait continuellement des paris sur ce qui va advenir, mais la manière même dont nous organisons effectivement, je dirais, nos pensées, nos actions et même notre projection dans le futur, c'est au travers effectivement d'une narration que l'on se construit avec des éléments de cause qui vont créer des effets. Il n'y a rien de rationnel là-dedans.
il n'y a rien, effectivement, je veux dire, toutes les approches mathématiques, hein, et il y a tout un champ des neurosciences, hein, qu'on appelle les neurosciences computationnelles, ont essayé de modéliser ça, comprendre le cerveau, hein. D'ailleurs, enfin, toute l'IA et l'algorithmie est appuyée là-dessus, hein, en se disant, on va mimer le cerveau, hein, parce que effectivement, on a compris ou on a réussi à modéliser par des équations comment ça marche. Mais en fait, ils ont tout faux, c'est-à-dire que, prenons même par exemple le langage. Sur ChatGPT, ou n'importe quelle IA générative de texte, la manière dont l'outil va créer ses phrases, c'est une manière probabilistique. Hein, c'est-à-dire que je vais agencer les mots et dire, en fait, après, quelle est la plus grande probabilité que ce soit tel ou tel mot qui apparaissent après. Et donc, c'est comme ça qu'on construit, effectivement, de manière très intelligente, hein, des phrases intelligibles, etc. Nous, en tant qu'humains, notre langage, il est tout sauf probabiliste, il est même indéterministe. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, je ne sais pas théoriquement quel est le mot qui va venir après. Quand je termine ma phrase, je suis en train de rechercher, hein, sur une multitude, je dirais une base, hein, effectivement sémantique. Je ne vais pas inventer un mot. Ou alors pourquoi pas, hein, vous savez, comme et il n'y a rien de péjoratif, hein, sur ce public jeune, parce que ma fille, effectivement, quand elle était ouais papa, et tu vois, et nanana, bon voilà, bon, son nanana, c'est sa suite de mots, hein, c'est pas grave, c'est comme ça qu'elle vient effectivement compléter la phrase. Mais quelque part, effectivement, nous, notre langage, en fait, il fonctionne pas du tout comme une machine fonctionne. Par contre, il doit nous embarquer dans une narration, effectivement, qui fait écho, comme je l'ai dit, soit à des expériences vécues, soit à des éléments que j'ai déjà vus par le passé, etc. Et donc, là, la puissance, je dirais, des œuvres, qu'elles soient cinématographiques, qu'elles soient littéraires, etc., c'est justement de raisonner, hein, avec ces arcs narratifs qui jouent avec ces successions d'émotions, qui font que ça nous met en tension. Hein, et quelque part, effectivement, on a envie d'attendre la suite, d'attendre la fin. Bon, maintenant, on en joue un tout petit peu trop, hein, sur Netflix avec l'effet cliffhanger, hein, où tu as terminé effectivement ta série et puis tu as tout de suite envie de voir l'autre. Mais ça montre en fait quel est l'impact justement de cette tension émotionnelle que l'on peut créer sur j'ai envie de comprendre, j'ai envie de m'engager. Alors là, effectivement, pour Netflix, c'est juste engager du temps de cerveau disponible à poursuivre sur la plateforme, mais on peut jouer sur ces éléments-là parce que ce sont des moteurs qui sont très puissants. C'est la suggestion, en tout cas c'est la croyance aussi, donc on imagine que les personnes, elles ont hérité de plein de choses, et c'est peut-être aussi ce problème aussi. Donc l'appétit et la proposition, reprenons Netflix, qui en vaut pas plus qu'une autre, en tout cas on a une sorte de globalisme, qualité d'écriture, un genre de lumière, un formatage, etc. Et l'artiste, tous ceux qui sont ici, c'est le pas de côté. Alors oui, et merci d'aller sur justement ce sujet des croyances, parce qu'il est essentiel, effectivement. On vit au travers, on va dire, d'un ensemble, ce qu'on appelle des modèles mentaux, hein, donc qui sont des espèces de lois, de règles un peu tacites, hein, qui comprennent donc les croyances, mais ça peut aller même sur des préjugés, etc. Et qui sont des filtres au travers desquels on voit le monde, on l'interprète et puis on agit. Et force est de constater qu'il y a toujours des modèles, entre guillemets, dominants. Et à un moment, quelque part dans la société, quelque part, effectivement, chez certaines personnes, on a besoin, ou on ressent le besoin d'aller déconstruire ses croyances. Alors, ce que montre, je dirais, l'expérience, c'est que en fait, on ne change pas les modèles existants en essayant de montrer qu'ils ne tiennent plus la route, ou alors qui sont déconnectés d'une réalité ou d'une nouvelle réalité qu'on essaye de mettre en place. En fait, ce qu'il faut faire, c'est d'aller construire quelque part un modèle à côté qui, de facto, va grandir et va rendre les modèles précédents obsolètes. Et c'est comme ça, en fait, qu'au niveau sociétal, hein, on crée des changements. C'est-à-dire qu'on va créer, on parle de communautés, de collectifs, qui vont effectivement avoir d'autres systèmes de croyances, d'autres systèmes, effectivement. Alors, tu parlais de la société américaine et de Trump, ça va dans les deux sens, hein.
on voit qu'effectivement, ces nouveaux systèmes de croyances et ces nouveaux modèles de MAGA, en fait, ils sont malgré tout très forts dans la population. Mais la fiction permet aussi de contribuer justement à son mot à dire et son rôle à jouer dans la construction justement de ces nouveaux modèles qui vont amener à bousculer les anciens. Et ça, on l'a vu dans l'histoire du cinéma. Je reviens sur ce que disait Marc, parce que c'est intéressant sur le côté universaliste. On est sur une planète avec une durée limitée. Hein. Le travail justement de faire voir, en tout cas, ou de produire, en tout cas, de pouvoir voir des œuvres internationales, etc., font qu'il y a ce langage commun. Donc, dans ton engagement, c'est aussi, il y a un engagement écologique, en tout cas, qui est lié à ça. Et l'écologie, c'est pas que faire attention à l'eau, etc. C'est faire attention. J'ai presque envie de dire, parce que si on met le mot écologie ou environnement, tout de suite, il peut y avoir un côté un peu ennuyeux, tout en sachant qu'en fait, la culpabilité est pas loin. Moi j'aime bien l'idée qu'on se dise, tiens, en fait, je connais pas bien le monde dans lequel on est en réalité. Rien que ça, déjà, en vous ouvrant et en écoutant. Il y a 2 ans, on a projeté un documentaire. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu. Si vous avez l'occasion, regardez-le parce qu'il est magnifique, magnifique. Les gardiennes de la planète. C'est un documentaire sur les baleines de Jean-Albert Lièvre, avec la voix de Jean Dujardin. C'est bien parce qu'il le fait différemment à sa façon et qui nous explique qu'en fait, parce que la biodiversité, on a besoin d'un équilibre d'environnement autour de nous. Plus il y a d'éléments vivants, plus on est protégé, plus la vie s'installe. Et ce qui se passe à l'extérieur, où il y a l'air, dans les océans et les mers, c'est la même chose. Mais on ne le voit pas parce qu'on ne le voit pas. Les baleines font le même rôle que les abeilles. Elles créent cette biodiversité. Elles disparaissent, il n'y a plus de biodiversité. À la fin de la projection, il y a un gamin de 10 ans dans la salle qui dit « Monsieur, est-ce que vous pensez que quand je serai grand, est-ce qu'il y aura encore des baleines ?» Et Jean-Albert lui dit « Mais non seulement il y aura encore des baleines quand tu seras grand, mais je pense qu'on aura trouvé le moyen de parler avec. » Vous imaginez le truc, là, tout d'un coup, je vous ouvre un monde dans lequel, mais jamais on s'est imaginé rentrer en contact avec d'autres espèces. Mais pourquoi pas? Il y a un monde qu'on ne connaît pas, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. C'est quand même, la surface de notre planète, c'est 70% d'eau. Et donc, nous, on est en fait, on s'est nourri. Mais vraiment, je crois que je n'ai pas d'autre mot. Donc, ce n'est même pas l'écologie, on s'est nourri en se disant, mais c'est incroyable quand on rencontre des chercheurs, des scientifiques, des biologiques, des glaciologues, des neurologues, des médecins qui ont des compétences, des connaissances qu'on ne connaît pas. Il faut absolument qu'on partage ça à tout le monde, quoi. Que les gens viennent, posent leurs questions. La question la plus banale, c'est la question la plus intéressante, parce que tout le monde se la pose, mais personne n'ose la poser. Et en fait, tous ces sujets, ils sont, pour nous, passionnants. Donc c'est vrai que, je ne sais pas si tu m'embarques sur la suite de mon aventure, mais voilà, on prépare on va lancer un nouveau festival qui aura lieu à Cannes en novembre, qui va s'appeler Cinéma for Space, où on va essayer, on va pas essayer, on va parler du spatial, mais on va essayer d'expliquer pourquoi on va dans l'espace pour mieux regarder la Terre, pour comprendre. Il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a plein de trucs qui vont. Donc on va projeter Gravity pour effectivement expliquer du danger de la prolifération des satellites dans l'espace, c'est une vraie cata. Et en même temps, les satellites, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, ils nous permettent de mieux comprendre notre planète sur la mobilité, qu'on parle de la mobilité sur les mers, sur Terre, ferroviaire. Il y a un nombre, moi je rencontre des scientifiques, des boîtes qui font de la recherche en ce moment. Je rentre dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai qu'une envie, c'est de partager ça au public et que les gens viennent dans la salle en disant moi je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, je crois énormément, plus vous serez nourri d'informations, plus votre création sera riche, elle sera intéressante, elle va prendre du relief, plus vous serez éduqué, informé, plus vous aurez un pouvoir d'efficacité avec vos réalisations. Ça, j'y crois énormément.
Et vous nous blufferez. Mais aussi vieux que je sois, je continue à regarder des images, des trucs que je vais découvrir en me disant « Waouh, moi, à cet âge-là, j'étais incapable de faire ça. » Donc, je crois énormément à la culture, à l'éducation. Pour moi, c'est la base. Donc, je me retrouve dans ce qu'a dit Robert De Niro. Pour moi, la démocratie, ça passe par l'éducation et la connaissance. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis très content d'être là et qu'on puisse partager ça avec vous, parce que c'est le moteur de tout ce qu'on peut faire derrière. Et si vous croyez en quelque chose, que vous êtes un peu seul à y croire, tentez le truc, allez-y. Puis peut-être que vous vous retrouvez avec d'autres personnes sur ce sujet, bah, tant mieux, allez-y aussi. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'on se sent un peu seul ou à penser à un truc. Vous seriez surpris, à partir du moment où vous allez en parler, de trouver des gens qui vont être avec vous et qui se diront « Tiens, ok, ça m'intéresse, moi je me retrouve là-dedans. Donc je crois beaucoup à ce socle-là. Eh ben, on va voir s'il y a des bonnes questions, des mauvaises questions, voire juste des questions. Est-ce qu'on pourrait, si vous le souhaitez, débattre ou est-ce que vous avez des questions? Alors, les questions, ça peut être bien sûr sur l'envie de création, sur s'autoriser à, avoir bon, avoir faux. Ça, c'est un problème dans la scolarité, pas forcément ici. Mais Ouais. j'ai envie de faire quelque chose, mais est-ce que finalement, est-ce que je suis pas à côté ou une forme voilà, c'est une prise de risque. J'ai envie de parler. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont envie de créer sans dénoncer quoi que ce soit. Bien sûr. Et ils se disent, mais en fait, il faudrait que je dénonce quelque chose. Absolument, pas forcément. C'est une proposition. Cet ordre de la proposition n'est pas forcément évident quand Puis on... l'erreur, alors, je pense que toi, Ouais. tu seras le premier à le dire, mais on n'avance jamais aussi bien qu'en se trompant, qu'en faisant des erreurs, qu'en tombant. Parce que ça amène toujours des trucs à côté. Il y a des histoires dingues dans notre métier, avec des gens qui ont voulu faire des films, ils n'ont pas pu les faire, mais en fait, du coup, ça a amené un autre truc, c'est allé embarquer là, ils ont rencontré des gens. Encore voilà, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Si vous tentez des trucs, vous allez vous planter inévitablement. Et grâce à ça, vous allez construire, vous allez nourrir des choses qui vont effectivement faire qu'à un moment donné, sur 10 trucs, il y a 1 ou 2 trucs qui vont se faire, mais ils se seront faits sans que vous le sachiez peut-être, mais parce que vous vous êtes planté à un moment donné et que ça vous a donné une certaine énergie ou une volonté ou une force de rebondir. Ou tout simplement des gens qui vont adorer votre idée, mais qui vont la reprendre. C'est une école ici où l'image est très présente aussi. Donc le soin de faire une belle image, en tout cas de correspondre à un plaisir de construction d'une belle image est important. Parfois, pas forcément ici, mais je connais d'autres écoles, l'écriture est un peu mise de côté. D'une certaine façon, je vais faire une belle image, puis je vais voir s'il n'y a pas une histoire sur laquelle on pourrait tourner autour. Pardon, Monsieur Ferchal, mais pour moi, les écoles, c'est fait pour rater et recommencer. Donc c'est des laboratoires. Plus on arrive vers la fin, plus c'est compliqué parce qu'il faut vraiment, il y a un tuilage pour rentrer dans la vie active, être crédibilisé par des professionnels qui viendraient en disant toi, toi, toi. Bon, c'est compliqué. L'œuvre collective et l'œuvre individuelle, c'est pas évident. Ou alors de travailler au service d'une vision, d'un réalisateur, d'une réalisatrice. Mais il y a quand même des choses à faire. Des techniciens et techniciennes, c'est de la création également. Ici, moi, et en plus, nous, dans nos écoles, cette école ici, ce sont vraiment futurs professionnels avec une exigence qualitative sur et l'outil et la vision. C'est un espace pas évident dans la création pour nos étudiants. Pour rebondir là-dessus, par rapport au festival qu'on est en train de créer, je vous le partage parce que j'ai déjà partagé. Je travaille avec le CNES. Alors certains connaissent, d'autres pas. Le CNES, c'est la NASA française, voilà, mais donc c'est hyper important, mais en même temps, voilà, ils font peu de communication dessus, donc il faut le savoir. On travaille ensemble là sur un programme sur 2 ans où on a envie d'aller dans les écoles d'animation françaises, faire venir des scientifiques, des chercheurs, des pilotes, des astronautes, des gens qui ont une science qu'ils connaissent bien, pour discuter avec les élèves, pour leur expliquer c'est quoi le spatial. Voilà. Donc aller dans l'espace, c'est nocif pour l'homme, on ne doit pas y aller normalement, on y va. Il y a des utilités, il y a des envies d'aller très très loin aussi, il y a plein de choses qui sont faites dans l'économie circulaire. On a envie de proposer, de mettre à disposition des gens brillants pour que vous puissiez, avant de partir en créa, poser des questions pour mieux comprendre comment les choses fonctionnent, que ça ne vous empêche pas d'être
de partir en totale liberté et écrire autre chose que la réalité, mais on a envie de venir effectivement construire des histoires qui peuvent être aussi à partir de choses vraies. La proposition, cet après-midi, il y aura un débat justement sur et la science et la création. Ici, il y a eu déjà des travaux qui ont été faits en partant vraiment la rencontre est évidente entre les personnes qui sont dans une vérité scientifique, etc., et d'autres qui ont dans une périphériquement, qui sont dans la fantaisie ou autre. Enfin, il y a une correspondance incroyable. Ça a déjà été démontré depuis quelques années, et voilà, il y a un festival à Nantes qui s'appelle Les Utopiales qui ne parle que de ça. C'est-à-dire Ok. le après, le avant, qu'est-ce qu'on en fait. Enfin, en tout cas, une forme de décontraction scientifique, pas vulgarisée dans le sens play school, quoi, hein, dans vraiment un besoin de compréhension totale. Je reviens peut-être sur les propositions qui sont faites par le cinéma. On oublie souvent un peu le rapport au son aussi, et notamment sur l'écriture. Euh, la prise de son, la relation qui existe avec le témoignage, la voix off et autres. Ça, c'est important aussi. Donc, Bien sûr. c'est une qualité sur laquelle c'est pas évident, parce que l'écriture, c'est aussi dire et raconter. Et, Walt pas Disney, forcément. il mettait 50% de ses budgets, il le mettait, Ouais. le mettait sur le son et la musique. Parce que pour lui, c'était un impact aussi fort que l'image. Donc, Que bien l'image. sûr. Est-ce Et à qu'il y a- l'opposé, il y a Gravity, où il y a, Voilà. où il y a Oui, des oui, vrais oui. choix de Oui. réalisation où c'est reconnu par des scientifiques. Mm. Le réalisateur a voulu avoir des séquences Mhm. sans son parce que les astronautes parfois, il n'y a aucun son. Mhm. Donc ils ont voulu vraiment, c'est vraiment là. Sauf que dans Gravity, le son qu'on entend, c'est le son intérieur de la personne. Oui, Donc il y en a oui, quand même un oui, pour, oui, il y a un pour- peu de son. pour Mais meubler. bon, Ouais. C'est le titre de Alien, ça d'ailleurs, je crois. et, C'est pas la peine de crier dans l'espace, on vous entendra pas. j'adore le truc génial. Ouais, merci, j'aurais. C'est quoi, c'est? Personne ne vous entendra. Ouais. Mhm. Ah oui, Mhm. à deux, on n'y arrivera pas. Voilà. Je t'en prie. On a beaucoup. Vous avez beaucoup abordé l'importance de l'histoire, etc. Avec par exemple The Shapes of Stories. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur l'importance de l'image et peut-être de la composition d'image sur le mental et sur l'impact que ça peut avoir? Oui, bien sûr. J'ai peut-être pas assez insisté dessus, mais quand on parle des imaginaires, hein, et de plus en plus parmi les films que tu as présentés, hein, enfin de plus en plus sur ce qu'on appelle les futurs désirables, hein, c'est ça qui crée l'impact et l'engagement. On est vraiment là sur la sphère et le domaine du symbolique. L'être humain, c'est pas que du langage, c'est aussi effectivement des référents communs. Et il faut jouer avec ces symbolismes justement pour aller nourrir cette imagination, aller nourrir effectivement cette capacité de projection. Et tu parlais tout à l'heure, enfin on parlait de la diversité en fait culturelle, etc. Et on évoquait le sujet justement de comment amener à changer de paradigme, à changer de prisme. Moi, j'inviterais, enfin, mais je vous apprends peut-être rien, à aller vraiment dans une bascule interculturelle, c'est-à-dire que on souffre malgré tout sans le savoir ici, hein. Ça a été démontré dans le domaine de la recherche, mais on le voit dans plein de domaines, dans le domaine de l'IA et peut-être dans le domaine cinématographique. En fait, dans nos sociétés occidentales, on souffre d'un prisme, d'une vision qui est simplifiée par l'acronyme WEIRD en anglais. Donc White, Educated, Industrialized, Rich et démocratique. Et en fait, ça pose effectivement une espèce de pensée dominante, de modèle dominant, de schéma dominant. Je vais revenir sur Kurt Vonnegut. Je ne sais pas, quelqu'un plutôt de culture asiatique avait fait ce travail-là, est-ce qu'il n'aurait pas trouvé
peut-être aussi d'autres formes de récits. Alors, je ne suis pas en train de négliger son histoire, mais il y a aussi d'autres, d'autres modèles mentaux, d'autres schémas qui sont intéressants à explorer. Et vraiment, alors pareil, hein, dans le domaine des images et des imaginaires, aller aussi effectivement explorer qu'est-ce qui peut être vu, perçu, sous quel prisme sont pris ces sujets-là par d'autres cultures. Et dans le film que tu mentionnais au départ, à 8, c'est bien toute la force, c'est que tu es parti de continent en continent à aller chercher des acteurs qui vont porter la voix, eux, de leur propre prisme, sur quel est le sujet, etc. Et c'est cette diversité qui ne fait pas un truc, on va dire, un peu où on s'y attend, un peu mainstream, etc. Et tout ça. S'il n'y a pas de questions, moi j'avais une question. Ah pardon, non, au contraire. On va prendre celui-là plutôt. Merci. Non, moi, du coup, comme vous parliez de l'importance de certaines émotions pour notamment déclencher déclencher des comportements ou des idées chez les spectateurs, etc. Du coup, je me pose la question du cynisme au cinéma. Je trouve que c'est un débat que j'ai tout le temps. Je trouve que, en général, les productions, grandes productions, que ce soit Netflix, Hollywood et tout, en ce moment, c'est très cynique. Ouais. C'est-à-dire que c'est... Genre, le premier exemple qui me vient en tête et que je déteste, c'est Game of Thrones pour ça, où en fait, c'est juste une montée de la violence, c'est juste une constatation... l'humain est nul, l'humain est terrible et a tous les vices de la Terre. Et L'humain voilà, a tous les vices de la Terre, ça c'est vrai. Ouais. genre, je sais pas à quoi ça sert, quoi. Ouais, alors peut-être que après moi Non, j'ai. Vas-y. Ouais. T'as ton prix, C'est tout le propos. C'est intéressant, hein. Moi, je viens d'une génération où, quand on allait au cinéma, on avait des films sur les clopes avec Marlboro, tout ça. Alors moi, le hasard de la vie fait que j'ai jamais fumé. Je suis passé au travers, mais tous mes potes fumaient. Mais parce que tout le monde, à un moment donné, il y a eu des évidences, des trucs comme ça qui ont été marqués. Yann Kounen me disait, il était en train de travailler sur un projet de polar, machin, et il me dit, tu vois, putain, c'est hyper compliqué. Le méchant, je veux pas qu'il fume, mais s'il fume, il est plus méchant que les autres. Par contre, si je lui mets une vape, et putain, il va être ridicule, quoi. Et du coup, je vais perdre toute l'intensité. C'est un méchant déconstruit. C'est un méchant, genre. Et donc, on a été construit avec des modèles qu'il faut déconstruire à un moment donné. Il faut bien commencer, en fait. Il faut bien commencer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ceux qui arrivent en haut de la vague, super, génial, les mecs, ils ont fait le boulot, derrière, j'ai plus qu'à dérouler. Puis il y a ceux qui vont la construire. Moi, j'ai fait partie du début d'un truc où j'ai essayé d'être en phase avec moi-même. Donc, à un moment donné, on est sur 10, on va être 1, ou sur 10, on va être 9. Je pense que la question, il faut se la poser vis-à-vis de soi-même, dans une société qui a effectivement plus tendance à regarder ce qui ne va pas que ce qui va. Mais parce qu'on a été un peu éduqué comme ça. Si tout le monde commence à aller, de commencer à raconter d'un monde dont on a envie, comme tu disais là, alors moi, c'est moi, et j'ai envie d'y croire. Je me dis, plus on sera à faire ça, et il y aura toujours un tout, et puis c'est bien qu'il y ait tout. Mais je pense que plus on va aller vers ça, plus les gens vont dire, bah, en fait, c'est pas mal ce truc, c'est peut-être vers ça, vers quoi j'aimerais aller. Donc, on part avec une base qui est compliquée. Mais parce qu'effectivement, on aime bien, on va acheter Voici, on va regarder l'autre machin. Hein. On aime bien pointer, critiquer, se moquer. C'est plus facile pour attirer que de venir. Le journal des bonnes nouvelles, il n'existe pas. Hein. C'est pas à 20h qu'on va avoir un truc où on ne parle que des bonnes nouvelles. Il y a des Pernod, hein, oui. effectivement. Oui, non mais déjà, c'est génial. Et il avait une audience. Et il avait une audience, voilà. effectivement. J'ai une autre remarque sur le sujet. Moi, c'est pas une discussion de vieux daron là. C'est que la sortie au cinéma, c'est une sortie où on s'assoit tous dans la même direction, on attend. Il y a un film qui vient de derrière, on suit la lumière et on regarde. Pour moi, la télévision, quand on était plus jeune, c'était une proposition de divertissement. C'est pas la culture, c'est pas là que ça se passe. Et puis aussi un phénomène physique. La lumière, on la reçoit en pleine bille, quoi. On a une lampe torche en pleine bille. Je pense qu'il y a aussi une relation autre, les formatages, etc. Quand on va au cinéma, on
on fait un effort, on n'a pas envie d'y aller, finalement on y est, on se barre pas au bout d'un quart d'heure parce qu'on est déjà arrivé. Donc il y a déjà une relation. Bon, Game of Thrones, peut-être pour revenir sur le sujet, si tu le permets, c'est une sorte de best-of de tous les trucs. Une imagerie qu'on a envie de voir et pas voir. Enfin, c'est une sorte c'est une violence folle, quoi, cette affaire-là. Ça doit rentrer dans une récompense qu'on doit avoir quelque part ou autre. Mais je voulais revenir sur le divertissement, euh, la sortie, à quel moment en fait on s'assoit, on décide de prendre les choses. Il y a un film qui avait été fait par Gaspard Noé, Irréversible, justement, qui doit dénoncer quelque chose, et en fait, ça n'a pas marché. En tout cas, c'est clivant. En tout cas, c'était aussi intéressant parce qu'il était clivant aussi. Je vois ça dans il ceux l'a que tu construit as. à l'envers aussi. Et il l'a construit à l'envers, aussi, etc. Mais il effectivement. répond à une Un réalisateur mais brillant. en tout cas, hein. ça, au J'ai bossé cinéma, avec lui, ça, mec, au cinéma, ce film-là, l'ayant vu au cinéma, il y a un bruit aussi qui est insupportable. Ce film-là, sur Netflix ou ailleurs, il passe pas du tout, on arrête, Fourche etc. Codine, ouais, bien sûr. Voilà. Donc peut-être sur cette situation-là, c'est... Alors après, moi, enfin, ce qui est intéressant, enfin, tu parlais de divertissement, c'est vrai. Encore une fois, il faut peut-être pas tout voir sous le prisme, on va dire, des biais, etc. Faut peut-être se dire, en fait, quelle est mon intention? À un moment, en fait, j'ai peut-être envie de débrancher mon cerveau et puis de me poser effectivement Interville. sur un soap movie sur bah oui. Netflix et être en mode, en fait, tu réfléchis pas, etc. Et tout ça. Et peut-être que Game of Thrones, bon, ok, ouais, des grosses haches, etc. Les gars des neiges. Ça dépend avec quelle intention, effectivement, intention j'y vais. Ce qui est vrai, par contre, sur, on va dire, l'impact des émotions à valence négative, faut peut-être un tout petit peu revenir sur, d'un point de vue biologique, pourquoi notre cerveau a été développé et optimisé. Nous, en tant qu'espèce, notre cerveau, il a été optimisé pour garantir deux choses. La première, c'est notre survie, et la deuxième, c'est la transmission de notre patrimoine génétique à la génération suivante. Bon, la deuxième fonction, vous savez comment ça fonctionne. La première, ça veut dire que c'est un cerveau qui doit être optimisé pour détecter des dangers potentiels. D'ailleurs, je vous ai parlé des 6 émotions universelles. Parmi les 6 émotions universelles, si on enlève effectivement la surprise, il y en a 4 qui sont négatives, hein, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, et une seule positive, la joie. Donc notre cerveau est hyper spécialisé pour aller justement détecter, analyser effectivement tout ce spectre d'émotions négatives. Donc oui, ça nous parle plus, ou ça va peut-être davantage retenir notre attention, parce que quelque part, effectivement, ça nous met en tension. Je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de projeter nous-mêmes sur un potentiel danger auquel on ferait face, mais ça résonne avec la biologie, on va dire, de notre cerveau. Est-ce qu'il y a une explication là-dedans? Peut-être, peut-être pas, mais encore une fois, je pense que un peu en amont, c'est de se dire, en fait, c'est quoi l'intention? Et effectivement, si mon intention, c'est de divertir, ou alors mon intention, c'est d'influencer, hein, parce que dans les deux sens, effectivement, ça marche, alors le choix éditorial, la manière, enfin, l'arc narratif que je vais choisir, la manière dont je vais agencer effectivement les éléments, ah oui, elle va être importante, et puis je vais le faire avec un parti pris ou sans parti pris du tout. Autre question peut-être? Non? Est-ce que vous avez des films... Ah, pardon, parce que moi j'avais demandé si vous aviez des films, je sais pas, est-ce qu'il y a un film où quelqu'un a envie de dire, moi il y a ce film qui m'a marqué, qui est toujours là, et le sujet tout d'un coup a réveillé chez moi des choses inattendues. Est-ce qu'il y a des films où tout d'un coup, parce qu'on est des cordes, ça a réveillé une corde chez vous en disant, waouh, ce truc, je ne pensais pas que ce sujet allait me toucher autant. Est-ce qu'il y a des films que vous avez envie de partager là? Ne me dites pas que vous n'aimez pas le cinéma. Parce que alors là, ah oui. La zone? La zone d'intérêt. Je crois que je connais pas, mais sorti l'année dernière. Ok. De quoi? Tu as le micro, tu Voilà. vas parler. Il faut dire, voilà. Le cercle des poètes disparus. Mais ouais, c'est super intéressant. C'est très bon. Ok. Ouais, mais c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu ce film et qui effectivement ne s'attendaient pas à avoir une telle émotion? Il y en a d'autres ou pas? Ou pas forcément?
Oui, ok. Ouais, c'est intéressant. C'est aussi intéressant, hein, le sujet comme il est abordé, ça parle de plein de choses. Ouais. Hein. En tout cas, il y a aussi, lorsqu'on doit réfléchir à un film qu'on a aimé, voilà, on réfléchit on va chercher, alors qu'en fait, il y a des films évidents, générationnels, Cercle des poètes disparus pour certains, d'autres, je sais pas, La Grande Vadrouille, qui sont des fonds de tarte culturels quand même, mais qu'on met de côté parce que ça ne fait pas trop bien d'en parler. N'empêche qu'ils existent. Et on est construit aussi d'émotions qui sont dans ce qu'on a été quand on était petit, et puis ça existe aussi. Et c'est pas évident d'annoncer, en tout cas, quel est le film de votre vie, ou si vous êtes sur une île déserte. Ouais, c'est pas forcément son film préféré, c'est juste de dire tiens, en fait, j'ai découvert un film, je pensais pas que ça allait éveiller chez moi des choses. C'est là où on montre à quel point on est, quand on va au cinéma, on n'est pas sur la défensive, hein, on se laisse aller. Hein. Et du coup, on est quand même très ouvert. Et alors, on peut avoir effectivement de l'émotion comme on peut ne pas en avoir. Mais on part quand même sur une très bonne base quand on va au cinéma, généralement. Oui, pardon. Peut-être une dernière question, parce qu'en parlant d'ouverture, je vais faire la fermeture. Tant qu'à faire. Je vais juste en profiter pour citer en réponse à votre question. Moi, ça a été le film Avatar que j'ai vu. Ça a été le premier film que j'ai vu en 3D. Ok. Et ça a été une révélation parce que, effectivement, c'était extraordinaire. Et le sujet, l'histoire, etc., je l'ai revu après, dans le détail, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup en plus, par rapport à mon vécu, mes centres d'intérêt. Ma question était par rapport tout à l'heure aux émotions de base. J'avais entendu aussi qu'on avait évolué en tant qu'espèce qui collabore, qui sait collaborer. Qu'est-ce qui se passe comme récompense dans le cerveau quand on travaille ensemble? Est-ce qu'on a... est-ce qu'on sait ce qui se passe, ou est-ce que en fait, ce qui se passe, alors c'est difficile et comment dire, on peut analyser comment fonctionne le cerveau. Hein. Vous savez qu'avec les progrès de la science, on a cet appareil formidable qui s'appelle l'IRM, qui permet de voir le cerveau en action. C'est un peu difficile de mettre un groupe dans une IRM pour voir comment. Par contre, en fait, il y a déjà des débuts de travaux qui montrent, en fait, il y a des zones qui vont se synchroniser avec les autres, d'autres personnes. De manière un peu plus générale, on peut voir que souvent, il y a, on va dire, parce qu'on parle des émotions, mais à l'origine des émotions, il y a aussi les hormones. Hein, donc on parle des hormones du plaisir, etc., mais des hormones de l'addiction, enfin, mais il y a tout un cocktail d'hormones comment dire, qui vont être justement sécrétées là-dessus. Je disais que nous sommes des animaux, hein, enfin notre cerveau sur le plan biologique, voilà, est un cerveau animal. Nous ne sommes pas n'importe quel type d'animal, et vous avez raison de le souligner, nous sommes des animaux sociaux. La survie, on la doit d'abord et avant tout grâce au groupe, grâce à notre capacité de coopération, de collaboration. Hein, moi, je dis toujours, un Homo sapiens 1.0, il y a 70 000 ans face à un mammouth, il ne faisait pas le poids. 10 Homo sapiens bien coordonnés face à un mammouth, c'est le mammouth qui ne faisait pas le poids. Et en fait, cette capacité, enfin spontanée, hein, de collaboration, de coopération, même dans des sociétés qu'on qualifie de plus en plus comme étant des sociétés individualistes collectives, hein, c'est-à-dire que jamais on a été plus connecté, hein, qu'à l'ère des réseaux sociaux, du digital et de l'Internet. Et malgré tout, hein, on se rend compte que parfois, force est de constater que les personnes sont isolées face à leur écran, hein, quand bien même elles échangent. Il existe et il subsiste ce besoin, hein, de collaboration et notamment de soutien. Tout à l'heure, tu rebondissais sur la force de l'échec. Hein, pour pouvoir effectivement progresser, apprendre. D'ailleurs, les anglo-saxons, c'est très intéressant, dans une approche très entrepreneuriale qu'ils ont, ils ne parlent pas d'échec, ils parlent de surprise. Hein, la sémantique est très importante. C'est une surprise, je ne m'y attendais pas, mais qu'est-ce que ça me permet justement de voir de plus, de pivoter, etc. Qu'est-ce que ça me donne comme opportunité ?
En fait, ça, c'est d'autant plus source d'apprentissage, mais aussi un moteur pour pouvoir poursuivre, si on est en capacité de trouver du soutien social. Parce qu'on a besoin, effectivement, en tant qu'humain, soutien social, c'est pas seulement la personne chez qui on va éventuellement se plaindre ou vider son sac. C'est utile, c'est nécessaire, mais aussi, effectivement, ces personnes qui, ponctuellement, vont venir, effectivement, nous épauler, nous aider à avancer. Et ça c'est essentiel et c'est moteur pour notre société et puis pour chacun d'entre nous individuellement. Merci beaucoup Riyad. Merci à vous. Merci. Merci Marc. Merci pour l'invitation. Merci Sandra d'avoir organisé ce moment-là et puis merci Guillaume de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. Et peut-être Sandra, tu vas nous chanter le générique de fin. Alors là, merci beaucoup parce que vous êtes même allé au-delà dans la conversation. Vous êtes vraiment prêté au jeu de faire émerger ce questionnement sur les émotions et l'engagement. Donc ce sera une lecture que vous pouvez prolonger aussi avec d'autres tables rondes. Moi, je pense particulièrement à la table ronde qui a eu lieu à Lyon, où un réalisateur discutait aussi avec une chercheuse en psychologie, et où vous allez voir des amorces de ce que vous avez expliqué, puisque là, vous êtes allé au bout en nous expliquant comment ça se manifeste dans les émotions du public. Donc, merci beaucoup. Et tout à l'heure, nous allons prolonger en regardant plus spécifiquement à l'endroit du vivant. Quelle perception on a du vivant par la science et quelle perception on a du vivant par le cinéma d'animation. Donc à tout à l'heure et super. Merci encore. Merci à vous. Merci et bravo.